centre Val-de-Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France, les secrets de la douceur de vivre, des secrets qu'on se dit à l'oreille, les secrets des vieilles pierres, les secrets de la nature, les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région Centre Val-de-Loire. Salut à tous, de retour sur le plateau du MAG, on est en direct, on est à Orléans pour ces Masters d'Orléans avec un débat ce soir qui tourne autour de l'organisation de grandes compétitions internationales. On reçoit Louis Knussmann de la Fédération française de badminton, et Franck Laurent des Masters d'Orléans, nouveau Super 100. Mais avant de passer au débat, on va faire un petit point sportif parce qu'à quelques mètres de nous, les demi-finales ont commencé. Alors Paul, on en est où ? Alors le premier match de la soirée vient de se terminer. Les Allemands Peter Kasbauer et Olga Konon viennent de se qualifier pour la finale du double mixte. Alors ensuite, dans les matchs à suivre tout au long de la soirée, deux matchs plus particuliers pour les Français puisqu'il y aura un duel 100% français en double dame entre Émilie Leffel, Anne Tran d'un côté et Delphine Delru et Léa Palermo de l'autre. On essaiera d'avoir la paire, les vainqueurs tout à l'heure sur le plateau. Autre match à suivre en fin de soirée puisqu'il sera dernier match lancé, c'est le simple homme de Lucas Clairbout qui jouera contre le jeune danois Ramsus Gemke, tête de série 3. Donc un vrai défi qui attend Lucas qui tentera de valider son ticket pour la finale à Orléans. Alors ensuite, dans les autres matchs à suivre, il y aura le simple homme aussi de Samir Verma qui a éliminé Lucas Corvée hier soir. Tête de série, l'Indien jouera contre le jeune néerlandais Mark Kaljou qui a fait un peu la sensation hier en éliminant Jan O'Jorgensen, l'ancien numéro 2 mondial. On suivra aussi le simple dame entre Saito, l'impressionnante japonaise qui a encore fait parler d'elle hier et qui jouera contre Shi Shuaifei, la chinoise, pour une place en finale. Et enfin, les sœurs Stoeva n'ont pas eu besoin de jouer ce soir puisqu'on a appris le WO de dernière minute de la paire néerlandaise Piek Seinen. Et donc les Stoeva sont directement en finale où elles retrouveront une des deux paires françaises. On entend d'ailleurs, là ça se passe juste à côté, vous entendez sans doute des applaudissements ou des annonces de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, c'est qu'on est juste tout à côté. On revient au débat de cette soirée. Alors l'organisation des grandes manifestations, on a deux experts. La France a un vrai savoir-faire, ça c'est connu à travers l'Europe et le monde. Petit rappel, depuis 2007 les Super Series, donc plus de 10 ans, les championnats du monde en 2010, les championnats d'Europe en 2016, les Masters d'Orléans maintenant qui montent en grade depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut parler d'un vrai savoir-faire de la France ? Oui. Je pense, tu viens de citer un certain nombre de très grands événements que la France organise. Tout récemment, il n'y a pas plus tard qu'il y a eu quelques mois, la France recandidatait pour accueillir les internationaux de France en grimpant encore un peu comme le Orléans Masters, ouais. En grimpant d'un niveau. Et donc ça a été pas un réel combat, mais en tout cas quand on se déplace et quand on reçoit les gens de la Fédération internationale,
on est connu pour savoir organiser, bien accueillir les sportifs, bien accueillir les spectateurs et proposer un beau spectacle et dans de très bonnes conditions. La France, c'est quand même une clé aussi. Le fait Paris, Orléans, les châteaux de la Loire, il y a déjà l'aspect géographique, mais il y a plus que ça. La France attire, mais à Paris, en tout cas, ce que j'entends beaucoup, c'est le public. Alors, je pense qu'on a le même ici à Orléans. Oui. C'est un public très connaisseur, très chaleureux. On est dans des salles à taille humaine. Ici, les spectateurs sont à quelques mètres des sportifs. À Coubertin, encore plus près. Donc, ça, je pense, cette proximité que les joueurs peuvent avoir avec leur public est un des points reconnus et qui fait une de nos forces, en tout cas en France. Ça a aidé, Franck, le fait de faire partie de ce savoir-faire, de monter en grade comme ça. Tu as eu l'impression que la France était accueillie, était possiblement un bon pays pour passer d'un International Challenge à un Super 100. Oui, la France a les moyens d'accueillir des grands événements. On a des infrastructures qui le permettent. On a l'hôtellerie, la restauration qui le permet aussi. On a aussi des aéroports. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. On a des aéroports à proximité, des aéroports internationaux. Il faut que je parle plus fort. On est couvert par le bruit de la salle. C'est bien, c'est qu'il y a de l'ambiance. Donc on a tout ça à disposition et je pense qu'il y a aussi une qualification des bénévoles. On voit les bénévoles qui œuvrent ici, que je côtoie. On va en revenir sur les bénévoles parce que c'est un gros point de l'organisation. Qui ont une qualité, un savoir-faire qui permet d'organiser ça. Donc ils ont des compétences techniques de haut niveau et ça permet d'organiser ce type d'événement. Alors, un premier bilan, on n'est pas tout à fait au bout de l'exercice pour toi, on n'est que samedi soir et ça dure jusqu'à dimanche et il va falloir stabiliser jusqu'au bout, j'imagine. Mais est-ce qu'on peut dresser aujourd'hui un premier bilan? Est-ce que le challenge, le défi est réussi d'être passé d'un International Challenge à le cran d'au-dessus, le Super 100? Mais, comme tu viens de le dire, c'était un énorme défi de passer d'un challenge à un BWF Tour 100. Pour rappel quand même, on passe d'un tournoi européen à un tournoi mondial. Donc les Masters passent dans le top 37 des tournois internationaux, donc une pression supplémentaire, un cahier des charges différent, et donc forcément avec un vrai défi. Oui, et donc le cahier des charges est complètement différent. Il nous reste demain à faire la finale avec le direct télé qui sera mis en place pour la BWF. Donc ça reste le dernier défi de ce tournoi-là. On a travaillé plus de 18 mois sur cet événement. Ça a commencé en novembre 2016 quand il y a eu la BWF qui a lancé son cahier des charges. Donc je pense qu'on a réussi parce que le public est au rendez-vous. On a une compétition qui s'est bien déroulée. Les juges arbitres n'ont pas grand-chose à redire sur l'organisation. Excusez-moi. Jusque-là, tout va bien, on peut dire. Jusque-là, tout va bien. Après, bon, bien sûr, on a des points d'amélioration. On a une liste grande comme tes feuilles de points d'amélioration qu'on va prendre en compte et on fera ça pour être meilleur l'année prochaine. Bon, il y a 4 ans, hein, puisque le deal, c'est 4 ans. Le deal est 4 ans, c'est jusqu'en 2021. Donc il faut qu'on s'améliore d'année en année. Et on va progresser l'année prochaine pour faire aussi de nouvelles choses. On a de nouveaux projets dans la tête et on essaiera de les mettre en place dès l'année prochaine. Bon. Pour l'un comme pour l'autre, qu'est-ce qui caractérise un événement réussi? Le dimanche soir, le lundi matin, une fois que ça c'est tout terminé, vous vous réveillez, vous vous dites voilà, c'est réussi parce que quoi? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui fait qu'un événement est un succès? Pour moi, c'est clairement la satisfaction des participants. Alors j'entends par participants à la fois les spectateurs qui sont venus en nombre, qui ont apprécié le spectacle, on le ressent. Moi, c'est un peu ce qui me fait vibrer personnellement. Quand j'entends une salle réagir au moindre point, c'est vrai que ça ne me donne pas des frissons, mais c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance. Et il y a bien sûr la satisfaction des joueurs. C'est aussi très important, savoir qu'on les a bien accueillis, qu'ils ont passé un bon séjour et qu'on les a mis dans les meilleures conditions pour qu'ils performent. Ensuite, bien sûr, j'ai ma compétence de technicien.
regarde le budget, Oui. c'est Il ne évident. faut pas que ça déborde de partout quand même, j'imagine. Il faut faire très attention au budget. Et voilà, après, aux internationaux de France, on a toujours une phase de bilan qui dure 3-4 semaines pour à la fois recueillir toutes les retombées médias, pour à la fois recueillir la satisfaction aussi des partenaires qui financent l'événement. Donc on accorde beaucoup d'attention à cette phase après l'événement. Le feedback est important donc pour préparer l'édition d'après et rebondir, aller de plus vers l'avant. Pareil, j'imagine, Franck, c'est un ensemble de choses, le succès. Je rejoins Louis. Si on organise un événement, c'est pour accueillir du monde. Donc, c'est pas pour L'audience soi. quand même, c'est la première chose qui arrive. L'audience, du public. Oui, si vous avez 2 personnes dans la salle ou 2000, c'est pas la même chose. Nous, on a une capacité de 2005, donc c'est pour ça que je dis pas plus de 2000. Il y en a combien à Coubertin? On est à 3800. 3800. Ouais. Donc évidemment, on est là pour faire un spectacle. Une compétition de badminton, c'est un spectacle de badminton. Et le public, quand il est présent en nombre, c'est un premier niveau de satisfaction et c'est extrêmement important. Les joueurs, bien sûr, il faut qu'ils donnent leurs opinions. On accueille aussi des arbitres, on accueille aussi des bénévoles, donc il faut que tout le monde soit content. Les partenaires, tous les acteurs en fait. Il faut que tous les acteurs soient contents et après on fait un bilan financier quand même. Bon, quand même. dans cet ordre-là. Ça c'est après. On est beaucoup plus restreint quand on va voir le cabinet comptable. D'accord. C'est un groupe plus restreint. Après, est-ce que le fait c'est aussi un investissement, notamment peut-être pour la fédération, moins pour un tournoi régional, mais peut-être plus quand une fédération investit, on peut peut-être parler d'une vitrine et de se dire que c'est un investissement, c'est pas forcément un événement qui doit rapporter de l'argent à la fédération, mais qui sert de vitrine un petit peu du badminton français ou du savoir-faire français. C'est pour le cas des internationaux de France et même j'ai envie de dire les championnats d'Europe, tous les très grands événements qu'organise la fédération, c'est clairement un investissement. Aujourd'hui, c'est ce qui permet de toucher des grands médias, des grands partenaires, parce qu'on est capable de leur offrir des images d'une qualité exceptionnelle avec des sportifs, les meilleurs joueurs du monde. Si on prend l'exemple des internationaux de France, il y a toujours un plateau sportif plus important et plus élevé que les Jeux Olympiques. Oui. Donc c'est exceptionnel. C'est un outil de promotion du sport, vraiment. Oui, tout à fait. Ça donne une fenêtre de tir pour le badminton français pour toucher et promouvoir le sport auprès de gens qu'on ne toucherait pas forcément. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer dans une compétition de cette envergure-là? On parle beaucoup du transport, notamment ici, on est un petit peu loin d'Orly, Charles de Gaulle, même si ça se fait. Est-ce que c'est un des points difficiles? Pareil pour les IFB, on entend quand même, quand il y a des plaintes pour les tournois internationaux, ça tourne beaucoup autour du transport. Est-ce que c'est ça le point rouge un petit peu ou est-ce qu'il y a d'autres difficultés? L'un et l'autre. Alors pour l'Orléans Master, le transport avec les aéroports, c'est une société qui le fait. Alors il y a toujours des couacs avec le transport, des joueurs qui se perdent dans les aéroports, qui ne sont pas à la bonne porte. Les avions qui arrivent en retard. Les avions qui arrivent en retard, etc. Mais non, je dirais que ce n'est pas le plus compliqué à gérer. Le plus compliqué pour nous, c'est il y a des moyens techniques, il y a des compétences qu'il faut recueillir, et il y a des compétences techniques de haut niveau qu'il faut avoir. Donc ça commence à être compliqué avec certaines populations bénévoles ou certains professionnalistes. Il y a des limites. Il y a des limites. Compétences. Oui, il y a des limites de compétences ou d'engagement aussi, parce que c'est quand un engagement dure 15 ou 17 heures dans une journée, c'est compliqué parfois pour certains bénévoles. Donc ça, c'est compliqué à faire. Il y a toutes ces populations à gérer. Nous, c'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est pour ça que je parlais des points d'amélioration. Et on a des points d'amélioration sur le format 6 jours avec l'accueil des bénévoles. Ça joue un tour cette semaine. Donc il faut qu'on s'améliore là-dessus. Il y a cette gestion des flux de personnes, d'accréditation.
Et ça, c'est un casse-tête entre les VIP, les VIP, où on leur envoie des billets qui arrivent à l'entrée sans rien, sans papier, en disant je suis le président de machin, le président de truc. Ah oui, mais c'est pas marqué sur ta tête. Donc, les accréditations, c'est aussi un point qui est compliqué. Parce que c'est très diplomatique aussi, donc il ne faut pas faire d'impair, c'est politique. Donc, ça fait des points compliqués à faire. Moi, je rajouterais en fait un peu les piliers de chaque événement. On a parlé du transport, mais il y a aussi la restauration et l'hébergement. Ouais. J'ai tendance à dire quand ces 3 piliers-là sont bien conçus et bien pensés, derrière, normalement, ça devrait tourner. Au badminton, on s'est organisé la compétition, mais dans le sens sportif. On sait très bien gérer les arbitres, on sait très bien gérer tout ce qui est les joueurs. Mais comme les bénévoles, ils sont là peut-être ici de 8h à 22h. On sait que si on les fait bien manger, même s'il y a des couacs, même s'il y a des petits soucis, il y en a forcément, au moins on est dans un climat tranquille parce qu'on sait que les gens vont bien manger. Donc restauration, un des gros points aussi avec le transport et le logement. Les bénévoles, ils viennent pour le fun et pour la nourriture, je dirais. Alors on va en parler. Donc il faut bien les faire manger, parce que 14 heures de travail par jour, c'est vrai, il faut bien manger. Paul, justement, les bénévoles, la clé, tu avais quelques questions sur la gestion des bénévoles. C'est l'un des points clés de ces grandes compétitions. Alors oui, on sait que la réussite d'un tournoi passe aussi par le rôle et l'implication des bénévoles. Alors, on les voit à l'image, je t'arrête juste pour voir les nombreux bénévoles d'Orléans, une photo prise de l'année dernière. Alors par exemple, Franck, combien de bénévoles sont nécessaires par exemple, à l'organisation de l'Orléans Master ? Nous, chaque année, on est entre 200 et 250 bénévoles. Alors, dans les bénévoles, j'inclus les arbitres, juges de ligne, le corps arbitral. Donc, ça veut dire toutes les populations que nous gérons. Alors, ce nombre est un petit peu gonflé parce qu'on a une soixantaine de jeunes d'un lycée qui viennent. Alors, c'est des temps partiels, c'est des temps... voilà. Si on n'avait que des temps pleins, équivalent temps plein, quand on parlerait dans le monde salarié, on serait plutôt... il faudrait 180 à 200 personnes. Alors tu dis qu'ils viennent d'un lycée. Comment tu arrives à les mobiliser ? Est-ce que ça passe par une communication d'abord au sein du lycée ? Et ensuite, est-ce que venir être bénévole à l'Orléans Master, c'est une excuse viable pour les profs à l'école ? Ça, je ne sais pas si c'est une excuse pour eux, pour sécher les cours. Moi, je parle des profs, bien sûr, parce que les élèves n'ont pas le droit. Non, c'est un travail qu'on commence en septembre avec le lycée. On travaille avec 2 centres de formation, c'est le lycée Gauguin pour la sécurité et pour l'accueil, et au format SAT, qui est le CFA du sport d'Orléans. Donc c'est un travail parce que vu que ce sont des lycéens, ils changent tous les ans, donc il faut faire de la pédagogie, reparler de l'événement, reparder des et reformer du coup. Reformer. Vous n'avez pas les mêmes chaque année. Ça change tous les ans. Il n'y a que les profs qu'on garde. Donc il y a toute cette partie à retravailler. Donc il faut qu'on commence en septembre pour arriver en mars. On fait 3 interventions systématiquement dans chaque... Regardez près de la bouche parce que sinon on t'entend plus. Dans chaque lycée et au centre au CFA du sport. Pareil, les bénévoles, gros point pour les IFB. Est-ce que c'est difficile de trouver année après année des gens qui sont prêts à passer une semaine, souvent prendre des jours de congé pour venir sur les IFB ? Oui, c'est un point clé parce que sans les bénévoles, rien ne se fait. C'est une population qui est très importante pour chaque événement. C'est difficile, on essaie toujours de se remettre en question sur notre programme de bénévoles pour comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Encore l'an dernier, on a essayé de développer des petits modules de formation, d'essayer de communiquer un peu plus avec eux et que ça ne soit pas juste un one-shot pendant 10 jours en octobre. Là, cette année, on est sur des projets aussi qu'on devrait lancer pour essayer de les réunir un petit peu avant, pour essayer de prendre contact avec eux bien plus tôt et éviter d'avoir une relation très, très formalisée. Épisodique qui est du coup moins cohérente avec... Même sur nos supports, c'est être un peu moins procédurier et être beaucoup plus dans l'humain et la gestion d'humain.
Voilà, non, mais c'est le rouage de chaque événement, donc c'est Ouais. vraiment très important de s'en occuper. Il me semble que vous bénéficiez des vacances de la Toussaint, non, sur le tournoi des IFB. Est-ce que c'est le cas chaque année ou l'année dernière c'était un C'est le cas chaque année. C'est le cas chaque année, Mais- donc c'est peut-être un point. Ça permet peut-être d'avoir plus facilement des bénévoles. Oui, mais on a toujours beaucoup de mal à avoir des étudiants, par exemple. Enfin, c'est compliqué. On essaye chaque année de monter des projets avec certaines écoles. On a du mal. Il y a beaucoup de gens qui prennent des congés. Enfin, c'est incroyable, hein, mais qui ont booké leur semaine dès aujourd'hui et on sait qu'ils seront avec nous en octobre. Mais non, on essaie aussi de renouveler pour essayer de former un peu plus de monde sur le territoire et faire profiter l'événement pour d'autres personnes du monde du badminton. Donc on essaie aussi d'avoir un petit taux de renouvellement, c'est important. La valorisation aussi peut-être, la reconnaissance qui est toujours quelque chose de primordial dans le bénévolat. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. On essaie de la reconnaissance et la valorisation, ça on essaie c'est au travers de la formation. Parce que oui, il y a la dotation, il y a tous ces petits cadeaux qu'on peut offrir, mais c'est Mais ça aussi suffit pas. ça suffit pas. Il faut vraiment leur offrir une expérience et une aventure où ils vont s'en souvenir. Où ils ont où, envie de revenir l'année Tout d'après. à fait, ouais, tout à fait. Les championnats d'Europe 2020, tu l'as évoqué tout à l'heure, pas de candidat encore officiel. Où est-ce qu'on en est? Je rappelle, c'est donc les championnats qui se passaient à Kazan pendant 3 ans. Et là, la France avait candidaté et reçu le bénéfice de l'organisation. C'est dans 2 ans, mais c'est maintenant que ça se passe. C'est dans 1 mois, hein, c'est ça la deadline. Tout à fait. Donc la fédération a lancé un appel à candidature auprès du territoire. Tout début mars. Et donc là, on a quelques touches sur quelques territoires. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment infime. Donc c'est un grand événement qui aura lieu en février 2020. Oui, donc dans 1 an et demi. Quoi, Ça va vite arriver. Ouais. Et donc c'est un événement très intéressant parce que d'une part il convie des équipes, hein, c'est un peu la Fed Cup et la Coupe Davis du badminton. Ce qui est un peu nouveau pour la France d'organiser Tout à fait. quelque chose par équipe. On s'est placé beaucoup sur les championnats et les championnats du monde qui sont une épreuve individuelle. Les championnats d'Europe, pareil. C'est un autre style de compétition complètement différent. C'est un autre style de compétition, c'est long, il y a beaucoup d'équipes. Par contre, les Français sont performants. Oui, avec des médailles. On l'a vu, les médailles d'argent l'an dernier. Là, cette année à Kazan, ils ont encore fait une médaille de bronze. Je parle des hommes. Et du coup, le sport d'équipe pour le badminton est performant en France. Et c'est ça qui rend attractif, en fait, cette manifestation. Donc on a des candidats, on ne va pas savoir lesquels encore, il reste 1 mois. Alors qu'est-ce qu'il faut en général pour cette manifestation en particulier, mais pour d'autres, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon candidat à organiser une manifestation de cette envergure? Alors pour celle-là particulièrement, il faut une grande salle. Il faut vraiment une très très grande Ça salle. déjà, c'est le premier point. C'est le premier point. Ouais. Donc aujourd'hui, on a tu dis qu'on a des candidats, c'est pas vrai dans les faits. On n'a pas encore reçu de candidature. On a des touches, on a identifié des salles, des lieux potentiels qu'on est en train de contacter. D'accord. Et j'espère avoir des nouvelles très, très prochainement. Mais voilà, la particularité de cette compétition, c'est que sur un même lieu, il faut qu'on puisse poser 10 terrains d'entrée C'est énorme. Hein. sur l'aire de jeu, car il y a à la fois une compétition senior, mais aussi une compétition pour les jeunes, des U15. Exact. Un championnat d'Europe individuel, donc en U15. Et donc, la particularité de cet événement aussi, c'est de faire un peu cohabiter à la fois les seniors, à la fois les U15, Les jeunes, ouais. en même temps, sur la même surface de jeu. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment un endroit énorme pour pouvoir mettre Ouais, autant de ouais, terrains. ouais. Il y en a en France, hein, il n'y a pas que des hangars. On pourrait très bien investir un très grand hangar ou un hall d'expo, ça serait tout à fait possible. Mais on recherche plus que ça, on recherche aussi des gens qui vont s'investir et qui vont nous accompagner pour rechercher un héritage sur le territoire qui sera sélectionné. D'accord. C'est quelque chose qui est très récurrent, le fait de demander à quelqu'un, une ville, un club, d'organiser une grande compétition nationale aussi, avec, on l'a vu ces dernières années, de plus en plus de difficultés de voir
longtemps à l'avance, en tout cas. On a souvent des candidatures de dernière minute parce qu'il faut trouver. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un cahier des charges qui est de plus en plus important, ce qui est légitime de votre côté, mais du coup, pour des clubs qui, eux, ont des ressources limitées, est-ce qu'il n'y a pas un fossé, quelque chose qui n'est pas très cohérent entre la demande et l'offre? Je ne sais pas s'il y a un fossé, mais il y a aussi globalement une professionnalisation aussi des joueurs, des participants, sur certains événements, des attentes aussi différents, notamment de médias. Et oui, on n'organise pas un événement, un championnat de France comme un tournoi privé d'un club, parce qu'on sait qu'on va avoir des joueurs quasi professionnels, des médias qui vont attendre un certain nombre de services. Et du coup, oui, il y a des cahiers des charges, en tout cas sur ces aspects-là, sur lesquels on doit être de plus en plus vigilant. Après, je dirais, oui, c'est compliqué, mais si on s'y prend à l'avance, en préparant bien, en lisant bien les cahiers des charges, en discutant bien avec la fédération, en tout cas le propriétaire de l'événement, c'est tout à fait possible en 2 ans. C'est des projets qui doivent se monter calmement, en étudiant toutes les lignes des cahiers des charges pour savoir ce qu'on doit, ce qu'on ne doit pas, quel niveau d'exigence on attend. Avec un accompagnement, j'imagine, de vos compétences, vous, à la fédération, vous suivez le dossier au fur et à mesure de la candidature Au maximum, ouais. Au maximum, Franck l'a dit, il y a des compétences. Tous les clubs n'ont pas des chefs de projet, des gens spécialistes du réseau, spécialistes de gestion d'hébergement. Donc, il y a des formations qui se font justement sur la gestion d'événements. On pourrait imaginer que des présidents de ligue se retrouvent une fois de temps en temps pour apprendre à candidater et à préparer des clubs à faire ce genre d'événements. Alors il y a des formations en tant que telles, non. Par contre, on invite à chaque fois les candidats qui candidatent pour l'accueil des championnats de France à venir sur les internationaux de France, où là on les accueille, on leur fait faire le tour de la salle. Alors évidemment, il y a une exigence différente. Oui, heureusement, parce qu'il y aurait là pour le coup plus du tout de candidats. Mais ça leur permet de voir un peu les bases, et puis on essaie de leur faire comprendre qu'est-ce qui est important. C'est vrai qu'en termes de sécurité à Paris, c'est très très contraignant. On n'est pas sur les mêmes logiques quand on se déplace en province. La sécurité ici, c'est un point important aussi. Mais partout avec le oui, Vigipirate. Partout avec Vigipirate, nous, on a une obligation de sécurité vis-à-vis de la ville d'Orléans. Donc on a une sécurité professionnelle et comme je le disais aussi, c'est qu'on a aussi un lycée de sécurité. Donc, mais la première sécurité reste des professionnels. Alors, le lycée de sécurité vient dans un deuxième temps. Mais c'est extrêmement important la sécurité à partir du moment où l'entrée est payante, où il peut y avoir des frustrations aux accueils, aux différents accueils. On ne sait pas trop ce qui peut se passer, quoi. Voilà. Donc c'est un impératif. C'est un impératif très fort. Ouais. Est-ce que quand un club, une structure comme la vôtre organise un grand événement comme ça, est-ce que vous avez les moyens, les ressources de faire aussi un championnat de France? Parce que quelque part la compétence elle est là, les ressources elles sont là, c'est trop là aujourd'hui, je vais répondre clairement pour Orléans. Je parle pas alors parce que maintenant il y a deux structures. Il y a deux structures séparées. Le club et il y a le club et la structure qui organise l'Orléans Master. Pour la structure qui organise l'Orléans Master, c'est déjà énorme ce qu'on fait. C'est déjà beaucoup trop pour des bénévoles. Non, nous on s'engagera pas dans un deuxième projet pour organiser autre chose, un championnat de France, même si c'est des trucs qui sont super excitants. Moi j'aurais adoré faire ça, quoi. Mais là, l'Orléans Master, je vous ai dit, cette édition, on y a travaillé sur 18 mois quand même, donc c'est un budget important à réunir. C'est un travail de longue haleine et extrême. C'est un marathon en sprint, donc, alors les motifs justement de satisfaction, comment faire envie à un candidat d'organiser un championnat de France par abad, un championnat de France jeune? Est-ce qu'il y a vraiment une suite et des conséquences très positives pour la région qu'organise? Comment ça se passe avec le recul et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? J'en parlais tout à l'heure. Organiser un événement, c'est une formidable aventure. Moi, je le vends en tant que professionnel ou même quand je côtoie beaucoup de bénévoles.
c'est une aventure humaine qui est exceptionnelle. Donc déjà, ça permet de fédérer. Quand on s'organise dans un tel projet, on fédère autour de nous à la fois les gens des clubs, à la fois vos partenaires institutionnels, à la fois. Donc il y a une aventure humaine qui est importante. Ça, c'est le premier point. Après, il y a forcément la problématique économique. Hein. Aujourd'hui, quand on organise un événement, il y a des contraintes, et il y a des coûts à mettre, à préparer. Et c'est pour ça que je parlais de timing. On peut difficilement s'engager dans des championnats de France tels qu'ils sont aujourd'hui à quelques mois. C'est très risqué, ne serait-ce parce que vous avez fatigué vos équipes, et puis économiquement, difficile à mettre en place, même ne serait-ce qu'aller voir votre mairie, annoncer qu'il lui faut 20 000 euros dans 2 mois, c'est très difficile. Donc je dirais qu'il faut vraiment prendre le temps de se poser autour de la table, voir les attentes, étudier les budgets, parce qu'il y a déjà eu des événements, hein, vous débarquez pas. Généralement qui dégagent des marges, hein, même si elles sont petites, elles ne coûtent rien. Et donc voilà. En termes après de retombées, est-ce qu'il y a plus de licenciés? J'imagine qu'il y a une promotion, une médiatisation qui font qu'on se dit voilà, c'était beaucoup de boulot, peut-être que ça a coûté un peu d'argent ou ça n'en a pas rapporté beaucoup, mais au moins on est connu, les gens savent ce que c'est que le badminton dans la région, les élus aussi doivent avoir un regard différent. Ça, ce sont des points qui sont suffisamment positifs pour que ça justifie une candidature de club en région notamment. Oui, tout à fait. Surtout que la fédération investit de plus en plus sur la médiatisation, sur la promotion des événements. Pour vous donner un chiffre, il y avait plus d'1 million de minutes vues sur les derniers championnats de France à Voiron, sur Dailymotion et Facebook cumulés. Donc c'est pas négligeable en termes de retombées médiatiques pour les partenaires, pour les institutionnels qui sont là, pour le badminton aussi. Donc non, il y a beaucoup d'intérêt à organiser une telle compétition. Je pense que Franck pourra dire la même chose. Alors lui avec une dimension internationale, mais quand on étudiera les chiffres, je pense qu'ils seront très intéressants. Il y a un intérêt pour l'image de notre sport. Hein. À Orléans, je pense qu'on ne parle plus du badminton de plage. Quoi. Oui. Les gens, ça y est, ils ont compris. Je pense que là, ils ont compris. Là, c'est terminé. Quoi. On nous parle du badminton, du haut niveau. Voilà, ça a changé. Ça a un impact au niveau de la presse et des journalistes. Hein. Donc là, pendant 10 jours, on parle tous les jours de badminton. Hein, donc c'est vrai qu'on a des moments rares, hein. On est un sport où c'est rare qu'on ait des articles de presse, avoir des pleines pages dans le quotidien régional. Et du coup, il y a un suivi après, j'imagine, peut-être des équipes interclubs, comme il y a une proximité qui s'est créée avec des médias ou des partenaires qui vont suivre tout au long de l'année aussi les équipes plus facilement. Ouais, ils suivent plus facilement les joueurs parce qu'ils les connaissent, ils les rencontrent ici. Donc Orléans avait une équipe en N1 et maintenant elle est en N2, elle va peut-être remonter en N1, mais du coup on retrouve des joueurs qui ont joué ici à l'Orléans Master, donc la presse elle connaît ces joueurs, donc on a eu Brice Leverdès qui était venu une année quand on avait joué contre lui, donc il était connu par le tournoi, donc ça facilite les échanges avec la presse, donc il y a un intérêt fort d'organiser des événements en termes parce que de médiatisation, c'est un vecteur extrêmement puissant. Très bien. J'espère que vous aurez donné envie aux organisateurs, aux petits clubs qui se disent bon, on y va pas, on sait que c'est compliqué, mais en tout cas c'est une belle aventure humaine. On le voit avec tous les bénévoles qui ressortent avec la banane ici. C'est une grande fête du badminton, comme pour les IFB. Merci d'être venus tous les deux. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter pour les organisations de grands événements. Sinon, on se retrouve tout à l'heure. On devrait normalement avoir les vainqueurs du double dame qui sont en train de jouer là à côté. Alors, il y a 20-17 pour Delphine et Léa qui avaient été en finale l'année dernière. Dans le premier set. Donc, on espère les avoir tout à l'heure sur notre plateau. Ce sera le dernier plateau de la soirée de la semaine. On vous remercie tous les deux, messieurs. Et puis, plein de bonnes choses pour demain, pour la suite des Masters d'Orléans. Et Louis pour les IFB et les Yonex IFB. 21-17, on me dit, pour le premier set, pour Léa et Delphine. Donc, plein de bonnes choses pour la suite. Voilà, merci messieurs. Merci. Et on se retrouve à peu près dans 1 heure pour le dernier plateau avec les filles. Voilà, merci et salut.
En région Centre-Val de Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France, les secrets de la douceur de vivre, des secrets qu'on se dit à l'oreille, les secrets des vieilles pierres, les secrets de la nature, les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région Centre-Val.